pourquoi est-ce qu'ils apportent, pourquoi est-ce qu'ils se sentent, en parenthèse, obligés d'apporter de l'aide aux pays pauvres? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on se rend compte que si nous, pays riches, nous n'apportons pas nos aides financières techniques aux pays pauvres, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une certaine déportation, c'est-à-dire qu'il y aura une influence. Les gens vont vouloir quitter la pauvreté pour aller vers les asiles, vers les lieux les plus aisés. Donc, par anticipation, il faut rapidement apporter de l'aide pour que les gens puissent, là où ils sont, avoir un certain nombre de minimum pour éviter les flux de transactions. Donc, pour répondre à une partie de la question qui dit, on devait se fier à l'IDH pour dire, bon, ok, voici les pays les plus pauvres, normalement, l'aide doit aller selon un tel sens. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La France, par exemple, ou le Japon, pourquoi est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire qu'il est plus à l'aise d'apporter son aide? Mais il va regarder un peu le taux d'immigration. C'est-à-dire que le fort flux de personnes qui sont en France et ce que cela lui coûte dans son budget pour la Côte d'Ivoire, pour freiner un peu le flux migratoire qui coûte beaucoup plus que ce qu'on apporte directement à travers des projets, des programmes ruraux, et ainsi de suite. Donc, ça... Le micro, je vais juste faire une petite clarification. Je pense que ça, c'est un discours officiel. Sincèrement, je le crois. Parce que dans le fond, pour moi, les choses, c'est simple. Ça, nous tous, les gens disent simplement, et ça, c'est aider les États africains parce qu'ils les aiment ou que, bon, il y a l'équilibre. Bon, à la limite, on va dire, si vous, à force de créer la pauvreté, les pauvres vont se révolter contre vous, ça c'est clair. Maintenant, à la limite, il faut essayer d'avoir une bonne conscience et puis créer. L'examen des coûts de l'intervention, en ce qui concerne le coût du projet par tête, le coût du projet par tête est de $120 et qui est réparti comme suit: $60 provenant de l'initiative du projet des villages militaires, $30 provenant du gouvernement, $20 venant des partenaires et $10 provenant de la communauté elle-même. La pertinence de la couverture des interventions du projet, ainsi que le développement d'une approche qualitative. Et l'approche qualitative voudrait que l'on prenne en compte l'éducation, et ainsi de suite. Et des spécialistes donc en finance, en communication, en administration, en comptabilité. Possible. Maintenant, c'est une synthèse en fait, des points essentiels. L'étude de ma communication, c'est droit et responsabilité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que je suis socio-économiste de développement et je suis le secrétaire permanent du réseau urbain sur l'évaluation. D'abord, pour ma présentation, je vais vous faire une introduction. Ensuite, je vais vous présenter les dispositifs de l'enseignement supérieur. D'abord, je vais vous présenter les missions, organisation, caractéristiques, dispositifs de suivi et évaluation des actions au niveau du ministère des Enseignements supérieurs et de la recherche scientifique. Chez nous, c'est plein écran. Plein écran. Merci. Oh, c'est bien. Ok, c'est bon. Merci. De la situation de la pratique du suivi et de l'évaluation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et là, je vais vous présenter les forces et faiblesses du système dans son organisation, fonctionnement et financement, et menaces et opportunités avant de passer à la conclusion. Étant donné qu'il me reste 14 minutes, je vais aller à l'essentiel. Il faut reconnaître que toute action de développement repose sur un mécanisme scientifique d'élaboration et de planification, de suivi et d'évaluation. C'est-à-dire prospective, planification, budgétisation, suivi et évaluation, 3P BSE. Et là, nous avons identifié le suivi et l'évaluation comme le dernier maillon de cette chaîne, mais qui reste
le maillon le plus important. D'où toute l'importance que l'on accorde à cela chez nous, et peu aussi partout en Afrique et dans le monde, et qui fait bien sûr l'objet des débats, et qu'il faut aussi couler beaucoup d'encre. Il faut reconnaître aussi que tout développement durable repose nécessairement sur un capital humain compétitif. Et notre contribution, comme je l'ai dit, pour la 6e conférence portera sur un des indicateurs qui est le développement humain. Du développement humain qu'est l'éducation, puisque dedans on a plusieurs indicateurs, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, pauvreté démographique, etc. Et là nous avons décidé de communiquer sur un élément qui est mission de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur a pour mission de mettre en œuvre le suivi et l'évaluation de la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Les organes et structures de mise en œuvre de cette politique sont le cabinet, la direction générale et centrale, les 3 universités publiques que nous avons, c'est l'université de Cocody, l'université d'Aboba Djamé, l'université de Bouaké, les unités régionales d'enseignement supérieur qui sont au nombre de 3. On a 17 universités privées chez nous et 26 grandes écoles privées, 2 structures de recherche autonomes et 5 structures de recherche rattachées. Et enfin, 5 autres structures de recherche de type particulier. Voici comment se présente l'organigramme du ministère de l'Enseignement supérieur modernisé et sans frontières au plan intellectuel et scientifique, où toutes les réflexions sur le développement et la survie des hommes et de la planète deviendraient continentales, voire mondiales. Et la multiplication, je peux dire, de ces types de rencontres et rendez-vous internationaux sont à saluer. Pour moi, cela permettrait quand même de maintenir la flamme d'échange entre compétences qui est née et la coopération inter-État et la réalisation des stratégies au niveau des différents pays et continents. Je suis donc convaincu que les résultats de nos travaux ici à cette 6e conférence contribueront efficacement à relever le défi commun à nos pays respectifs en matière d'évaluation du processus de développement, de même qu'ils favoriseront à coup sûr une meilleure harmonisation des politiques, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi celles des partenaires techniques et financiers résolument engagés depuis plusieurs années à appuyer la modernisation de nos États. Vive l'Afrique, vive la pratique de l'évaluation. Je vous remercie. Merci pour la concision. Service d'éducation et de santé au Burkina. Le cadre du projet suivi évaluation participative des projets en éducation et santé. Alors c'est un projet qui est financé par le gouvernement japonais à travers la Banque mondiale et dont l'objectif c'est d'impliquer les acteurs dans la mise en œuvre des activités du projet en ce qui concerne les secteurs éducation et santé. Alors, mon intervention va s'articuler autour d'un point suivant. D'abord, en guise d'introduction, je vais vous expliquer un peu le contexte assez global de ce projet. Pour nous comprendre le droit des acteurs, et que je n'ai pas fait ressortir le droit des acteurs dans mon document et n'a vu plutôt que les responsabilités. Effectivement, les droits sortent un peu difficilement, parce que je disais tout à l'heure qu'elle ordait la brèche, parce que les droits dont il s'agit ici, il s'agit des droits qui sont des droits dont les acteurs peuvent bénéficier de l'action régalienne même de l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le droit, si on a le droit à l'éducation, on a le droit à l'administration centrale et il y a aussi les structures de formation. Et là-dedans, on a les enseignants et les étudiants et puis les parents d'élèves qui ont aussi des droits. Et l'évaluation dont il s'agit, le bénéfice, c'est tous ces acteurs qui tirent un bénéfice des retombées